Les causes des accidents de circulation sur les routes togolaises sont légion. La mauvaise électrification des villes, des nids de poules à plusieurs endroits sur les chaussées, les excès de vitesse entre autres sont les principales causes des accidents. À cela s'ajoute un autre phénomène qui est l'utilisation des feux fantaisistes sur les véhicules et les motos. Malheureusement, les auteurs ignorent que cette pratique est sanctionnée juridiquement par des amendes, voire des peines de prison dans certains cas. En effet, selon les autorités de la police, les personnes qui sciemment conduisent des véhicules ou motos dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d'éclairage volontairement modifiés risquent des sanctions judiciaires. Ainsi, est puni d'une amende de 200 000 francs à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans quiconque conduit des engins avec des feux fantaisistes. Avec pour but de rendre durables les pratiques culturelles togolaises, d'en assurer la transmission de génération en génération et d'offrir aux plus jeunes des activités ludiques et éducatives, le ministère togolais des Sports et des Loisirs a validé récemment un nouveau recueil de jeux traditionnels. Cette validation a été faite lors d'un atelier initié par le département de loisirs du dit ministère. Ce recueil de jeux traditionnels a été fait suite à des approches scientifiques, des collections de données et d'analyses. Il est une suite logique et approfondie du recueil de jeux traditionnels qui a vu le jour en 2013. Rappelons les raisons de la sortie de ce recueil. Le directeur des loisirs a fait savoir que depuis quelques années, l'on assiste à la disparition des valeurs culturelles et que ces jeux sont des moyens qui ont permis aux aïeux de passer des moments de détente, mais aussi d'intenses plaisirs après des heures de dur labeur. Parmi les jeux que contient ce recueil, on retrouve Adito, qui est un jeu de société qui combine dés et stratégie qui met les joueurs au défi de déjouer leur adversaire. Ampé, qui est un jeu de saut rapide où les filles prédisent les mouvements des pieds de leur adversaire. Il améliore l'agilité et la coordination et bien d'autres encore. Ces jeux sont des moyens d'évasion pour les jeunes, mais sont également des moyens de développement de cohésion sociale entre ces jeunes et de rester accrochés à leurs racines. Rappelons que selon le ministère des Sports et des Loisirs, ce recueil sera bientôt accessible à toute la population. Le mariage des enfants nuit gravement à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive et au développement général des adolescents et des jeunes. Selon la législation togolaise, l'âge légal minimum pour le mariage des filles est fixé à 18 ans. Dans des cas exceptionnels, cet âge peut être de 16 ans. Cependant, selon les récents chiffres sur le mariage des enfants donnés par l'UNICEF, le Togo compte près de 604 000 épouses enfants, soit un enfant sur 4 marié pendant son enfance. Le mariage d'enfants concerne aussi bien les garçons que les filles. Mais les filles sont touchées de manière disproportionnée et les inégalités de genre sont l'un des principes de la pratique, selon l'UNICEF. Devant ce fléau, les organisations de protection des enfants et de défense de leurs droits estiment que les actions au Togo sont peu concluantes, même si par endroits et par moments, les efforts sont louables. Ainsi, un nouveau projet dénommé « Agir pour l'abandon du mariage d'enfants » est porté par ces organisations. Leur objectif est de promouvoir l'épanouissement des jeunes filles et garçons en encourageant l'abandon des mariages forcés des enfants et des mariages précoces. Ce projet compte aussi mettre l'accent sur l'éducation sexuelle pour prévenir les grossesses précoces chez les jeunes filles et les infections sexuellement transmissibles. Leur souhait, avoir le soutien indéfectible du gouvernement dans la mise en œuvre du dit projet. Ce vendredi, la dissolution de l'Assemblée nationale figure sur toutes les unes de journaux. Mais c'est surtout un faux suspense qui a pris fin hier soir. Alors dans les rues de la capitale sénégalaise, la nouvelle n'étonne pas vraiment. C'est normal d'avoir dissous l'Assemblée, car cela permettra au pouvoir de travailler au développement du pays. Aller à des élections, c'est des dépenses supplémentaires au détriment des Sénégalais lambda qui trouvent la vie très chère. Les gens sont en train de prendre les pirogues, ils meurent dans la mer, tout ça, donc on n'en a pas besoin vraiment.
Si la 14e législature a pris fin et que l'Assemblée ne peut plus se réunir, les députés conservent leur mandat jusqu'à la proclamation des résultats des élections législatives, fixées au 17 novembre. Pour Abdoumbo, président du groupe parlementaire Beno Bokyakar, la coalition de l'ancien régime, le président ne devait pas dissoudre l'Assemblée à la veille de la date annoncée de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le président de la République a trahi son serment parce que c'est lui qui avait dit qu'il allait respecter et faire respecter la Constitution. Alors qu'il a fixé une DPG, son Premier ministre, en son article 55, est obligé de venir présenter sa déclaration de politique générale dès qu'il est élu. Cela relève d'un parjure. Dans les rangs de PASTEF, la dissolution de l'Assemblée est la bonne nouvelle de la rentrée. Pour les partisans du président, les députés de l'opposition empêchaient le nouveau gouvernement de mettre en œuvre ses politiques promises pendant la campagne électorale et sur lesquelles Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour avec 54% des suffrages. Ce n'était plus une assemblée qui était là pour le peuple, pour accompagner le président dans la réalisation de son projet, mais plus une assemblée qui était là, surtout qu'eux, ils sont majoritaires, ils voulaient juste poser des obstacles, empêcher le président Bassirou Diomaye Faye de dérouler. Et ça, je pense qu'il l'a très bien compris. Dans l'histoire politique du Sénégal, aucun chef de l'État n'a eu à gouverner sans majorité parlementaire. Pour y parvenir, Bassirou Diomaye Faye pourrait créer de nouvelles alliances afin d'élargir la coalition présidentielle et de s'assurer une large victoire. L'opposition, elle, est en mauvaise posture selon Papa Farah Diallo, enseignant-chercheur en sciences politiques. Une opposition fragmentée, disloquée, qui est dans une sorte d'impréparation et qui va avoir d'énormes difficultés à s'unir autour d'une liste commune pour pouvoir aller challenger la majorité gouvernementale PASTEF. Prévues dans un peu plus de 2 mois, ces élections législatives anticipées se tiendront dans un paysage politique sénégalais en pleine recomposition. Le verdict est implacable. S'agissant du prévenu Marcel Malang, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat. La mine grave, les 51 prévenus jugés pour tentative de coup d'État attendent la lecture de leur nom. Ils sont 37, dont 3 Américains, à écoper de la sentence la plus lourde. Un moratoire sur l'exécution de la peine de mort était pourtant en vigueur depuis 2003, mais celui-ci a été levé en mars dernier par le gouvernement. Objectif affiché, cibler les militaires accusés de trahison. Je suis au regret de constater que le tribunal applique des sanctions déjà abolies par la Constitution qui est la loi des lois. Il n'y a pas de peine capitale pour haute trahison, parce que la haute trahison en droit positif congolais n'est prévue que pour le président de la République et le Premier ministre. Le 19 mai à Kinshasa, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient attaqué le domicile du futur président de l'Assemblée avant d'investir le palais de la Nation. Ils affichent alors leur intention de prendre le pouvoir, mais sont rapidement arrêtés par l'armée. Pour d'autres, c'est le soulagement. 14 prévenus ont été acquittés. Nous avons cliqué dans ce dossier et à la fin, Dieu a fait justice, sont les innocents. Merci à la justice congolaise. Nous nous sommes défendus à la barre, ma grande sœur et moi. Elle était arrêtée alors qu'elle me cherchait. Nous avons souffert. Elle a souffert pendant 4 mois. Dieu a fait grâce. Nous sommes acquittés. Nous rentrons chez nous. Tout au long du procès, les accusés ont rejeté la responsabilité sur le chef du commando, Christian Malanga, tué au moment de l'assaut. Tous ont plaidé non coupables. Les avocats ont indiqué qu'ils allaient faire appel d'ici mardi. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président kényan William Ruto se sont rencontrés vendredi à Berlin pour la signature d'un accord historique sur la migration. Cet accord doit permettre à 250 000 travailleurs kényans de s'installer en Allemagne, répondant ainsi à la pénurie croissante de main-d'œuvre dans le pays. Cet accord est très important de mon point de vue. Il ouvre des perspectives aux Kenyans, car les travailleurs qualifiés ou les jeunes pourront venir se former en Allemagne. Cet accord va aussi nous aider à compenser le manque criant de main-d'œuvre.
Si Berlin pourra ainsi combler une partie de ces 2 millions de postes vacants, pour William Ruto, ce partenariat est tout aussi avantageux pour le Kenya. Aujourd'hui, nous célébrons la signature de cet accord de partenariat global sur la migration et la mobilité de la main-d'œuvre. Ce dernier favorisera l'expansion des relations entre nos deux pays. Les relations interpersonnelles, il nous donnera aussi l'occasion de libérer le potentiel technologique en Allemagne, ainsi que le capital humain au Kenya, où nous disposons d'un grand nombre de jeunes éduqués, innovateurs et travailleurs. Avec un âge médian de 46 ans, l'Allemagne s'ouvre à une main-d'œuvre kenyane en quête d'opportunités. Toutefois, des voix s'élèvent au Kenya pour dénoncer une possible fuite de cerveau. Daniel Okello est un infirmier très sollicité dans cet établissement de santé situé à 26 km au sud-ouest de la capitale ougandaise, Kampala. Si chaque jour il s'occupe d'au moins 100 patients, il refuse de se laisser limiter par ses connaissances lorsqu'il traite leur cas. Si jamais je rencontre un défi avec un patient ou que je ne trouve pas la meilleure réponse dans nos manuels, je peux simplement rechercher les symptômes ou la condition sur Internet. Et après avoir effectué ces recherches, plusieurs options s'affichent et je peux évoluer avec le patient. Le travail de Daniel est facilité par une connexion Internet sans fil grâce à HelloHub, une cabine alimentée à l'énergie solaire construite par Hello World et ses partenaires avec le soutien des communautés hôtes. Notre fondatrice, Catherine Macmillan, a visité le Nigeria et des régions de l'Ouganda. Elle a réalisé qu'il existait un écart numérique énorme entre les zones rurales et urbaines. Dans les communautés qu'elle a visitées, elle a découvert qu'un enfant sur 6 n'a pas accès à l'éducation. Ils n'ont ni tablette, ni dispositif numérique. Alors ce projet veut combler cet écart entre les communautés rurales et les zones urbaines. Ce dôme rend la technologie plus accessible à cette communauté. Il peut connecter jusqu'à 100 appareils à Internet sans fil dans un rayon de 100 mètres, et cela toute la journée. Chaque hub est doté de 8 tablettes préinstallées avec des logiciels éducatifs adaptés aux enfants et aux adultes. Un garçon m'a dit qu'en 2 semaines, il avait trouvé un emploi grâce à ces tablettes et à l'Internet. Le hub a également permis, grâce à ces panneaux solaires, d'étendre l'électricité dans nos salles de maternité. L'Ouganda dispose de 85 hubs et la demande pour en installer davantage ne cesse de croître. Les chiffres montrent que les innovateurs dépensent environ $20 000 sur 5 ans pour déployer et maintenir une installation. Ils espèrent qu'en formant les communautés à construire leurs propres hubs, davantage de régions pourront devenir numériquement autonomes en République démocratique du Congo, au Kenya et au Nigeria. Cyril Ramaphosa le sait, la loi qu'il s'apprête à signer est très contestée. Devant un petit parterre d'invités spécialement conviés à l'événement, le président sud-africain affiche sa satisfaction. La mise en œuvre, à la suite de la signature, doit commencer immédiatement. Cependant, en tant que président, j'ai dit que j'étais prêt à permettre à ceux qui croient qu'une solution sera trouvée pour les 2 clauses pour lesquelles ils pensent avoir des solutions, de leur en donner l'opportunité. Mais Cyril Ramaphosa vient-il de signer la fin de la coalition gouvernementale? L'Alliance démocratique de centre-droit, avec qui il gouverne, s'oppose fermement à cette nouvelle loi sur l'éducation. Ses soutiens, souvent issus de la minorité afrikaners, descendants des colons européens, craignent qu'elle ne réduise l'usage et l'enseignement de leur langue, l'afrikaans. Pour l'ANC et son leader, Cyril Ramaphosa, cette loi permettra au contraire de réduire les inégalités d'accès à l'éducation. John Steenhuisen, le patron de l'Alliance démocratique, avait appelé le chef de l'État à ne pas promulguer la loi il y a quelques jours. Il avait même affirmé en réponse qu'il n'excluait pas de quitter le gouvernement en cas de promulgation.
Dans un gouvernement multipartite, les dirigeants doivent respecter les contraintes et les impératifs de leurs partenaires. Et tout dirigeant qui tente d'ignorer ses partenaires en paiera le prix. Car le moment viendra où la chaussure sera sur l'autre pied et il aura besoin de la compréhension de ses partenaires à son tour. La promulgation a engendré la première grave crise politique au sein du gouvernement d'unité nationale, après 3 mois seulement. Pour autant, Cyril Ramaphosa assure que le gouvernement est voué à durer et que cette nouvelle loi ne menace pas nécessairement son existence.